Salut à tous, bienvenue sur Wargame Lore Iggy TV, on est sur le chapitre 23 de Génopère. Je vous rappelle encore une fois, comme à chaque vidéo depuis les 22 précédentes, que vous avez la playlist globale de l'ensemble du roman. Donc si vous découvrez la chaîne ou ce roman à travers cette vidéo, eh bien vous avez une bonne chance parce que vous avez quand même 22 chapitres à vous refaire, donc de quoi accompagner vos sessions de peinture. Alors, ce chapitre 23, il s'appelle La Maison Taranis encerclée. Alors on se retrouve en nouveau en combat. On a la maison Taranis, donc vous savez, les chevaliers impériaux qui sont fidèles à Belisarius Cawl et qui sont là pour l'escorter. C'est la majeure partie de ce qui reste de la force offensive de Belisarius Cawl, étant donné que la majeure partie des autres forces opérationnelles qui étaient dans les Inquisiteurs sont parties aider la Grande Croisade. La maison Taranis, elle est donc attaquée par des légionnaires du chaos, donc des Space Marine renégats, et aussi des machines du Dark Mechanicum. Alors, ils se sont mis en rond, ils ont chevauché en fait leur protection ionique avec leurs boucliers qui sont orientés, et en fait, eh bien, ils résistent comme ça à l'attaque. Alors, premièrement, on a les Space Marines. Les Space Marines, eux, ne disposent pas d'armes extrêmement puissantes, étant donné que c'est quand même de l'infanterie. Même si on a des armes comme peut-être des canons laser, eh bien, ce n'est pas suffisant, et en tout cas, on nous dit que eh bien, ce n'est pas une menace directe. Par contre, ce qui est beaucoup plus une menace, ce sont les créations machines démons. Donc tout ce qui est, alors on a des noms, on a surtout les Ferrocentaurus, les Ferrocerberus. Donc les Ferrocentaurus, ceux avec les armes de tir, les Ferrocerberus, ceux qui ont plutôt des armes de corps à corps. Et dans un premier temps, eh bien, dans ce duel de tir, étant donné que les ennemis tentent de se rapprocher, mais ils prennent quand même un déluge de tir aussi de leur côté, eh bien, la balance pour l'instant est stable parce que les tirs lointains qu'on a de Ferrocentaurus, donc qui sont basés sur des lances plasma, eh bien, ne font pas le poids, pour l'instant, encore une fois, par rapport au chevauchement des boucliers ioniques. A contrario, eh bien, on a à l'intérieur un chevalier castellan qui, lui, a un lance-plasma beaucoup plus puissant. Et lui, par contre, à chacun de ses tirs, quand il touche, ça c'est important, eh bien, il va vaporiser les Ferrocentaurus. Et on a déjà, à ce moment du combat, en fait, 3 Ferrocentaurus qui sont détruits et en train de fumer. Malgré tout, il est plutôt équipé contre les titans, et c'est un tueur de titans, parce qu'il a aussi une lance volcano, donc ça, qui est une arme qu'on va retrouver assez... c'est celle qu'on a... alors à plus petit modèle, mais celle qu'on a sur le Shadow Sword. Donc c'est une arme qui est vraiment faite pour abattre les machines les plus colossales adverses. Et alors contre du Space Marine, c'est vraiment gâché parce que la charge met du temps à arriver. Donc chaque tir, si c'est pour vaporiser 2 Space Marines, ce n'est pas très efficace. Et la chose qu'on me dit aussi, c'est que les Ferrocentaurus arrivent à esquiver les tirs de laser volcano. Alors ça, je reviendrai un petit peu après dans la suite. Mais toujours est-il que, eh bien, pour l'instant, la situation est stable, étant donné qu'ils ne perdent pas de territoire, mais elle est dramatique. Alors pourquoi elle est dramatique, vous me direz? Parce que ils ne progressent pas, et les chevaliers sont des armes qui sont faites pour charger. Et oui, parce que les chevaliers impériaux, leur but, c'est de charger. Donc, ils vont être équipés souvent avec une arme de corps à corps qui est inutilisable. Donc, ça veut dire que si vous avez 3 armes, hein, typiquement, donc le bras gauche, le bras droit et une arme dorsale, eh bien, vous avez un tiers de votre puissance qui n'est pas utilisable et qui n'est pas souhaitable d'utiliser parce que s'ils sont en train d'utiliser leurs armes de corps à corps, ils sont tellement proches les uns des autres qu'ils peuvent, eh bien, se gêner, donc ne pas être au top de leur combativité. Alors, ce qui se passe, c'est que dans ce duel de tir, pour l'instant, on a cette sorte de statu quo, même s'il y a un petit avantage pour les chevaliers impériaux, parce que eux arrivent à faire des dommages, alors qu'en retour, les Space Marine renégats n'ont aucune chance d'égratigner les chevaliers, et les Ferrocentaurus qui font ce duel de tir n'arrivent pas à traverser les boucliers. Maintenant, ce n'est pas une situation d'avenir, tout simplement parce que à un moment donné, les boucliers sont tellement surchargés, ne serait-ce que par les tirs de bolters, qui viennent rajouter comme ça un petit peu de pression, eh bien, on va se retrouver à un moment donné où ils vont lâcher. Et dès qu'ils vont lâcher, même si les chevaliers impériaux ont pour eux la taille, ils vont finir par prendre des dommages et puis mourir, tout simplement. Alors, vous savez, hein, les chevaliers impériaux, ils ont toujours en eux des espèces de fantômes, hein, l'esprit de la machine, c'est-à-dire l'esprit des ancêtres qui ont combattu sur ce chevalier et qui leur parlent. Et Rusev, qui est le représentant le plus noble de la famille Taranis, eh bien, il a celui qu'on va appeler le très ancien qui est assez guerrier, et il lui dit « avance ou meurs ».
Et en fait, il aimerait bien aussi, lui, charger, parce qu'en fait, il sait qu'il n'est pas dans une position très avantageuse, mais il se dit que s'il brise la ligne, eh bien, ça va faire une ouverture, parce qu'en fait, les boucliers ioniques sont orientés dans une direction. Donc là, ils ont réussi à faire une superposition pour faire une sphère. Si jamais il y a un des chevaliers qui brise la ligne, eh bien immanquablement, il va y avoir une ouverture, les forces du chaos vont profiter de cette ouverture pour tirer et ils vont être en difficulté, voire même ils vont se retrouver battus. Malheureusement, eh bien là pour l'instant, il ne voit pas vraiment de solution. Et alors qu'il est en train de réfléchir à ça et qu'il y a de plus en plus en fait d'impact sur les boucliers ioniques, eh bien tous les capteurs qui étaient déjà plus ou moins déréglés, eh bien là sont vraiment surchargés parce qu'on avait déjà l'influence des différents soleils. Vous vous rappelez qu'on est dans un environnement assez spécifique avec d'énormes soleils qui sont en train de parasiter les choses, donc qui diminuent l'efficacité des boucliers, diminuent voire annulent les capacités des Auspex, donc pour repérer les ennemis. Et donc les esprits de la machine de Rosev lui disent « Attention !» Et en fait, au dernier moment, il voit qu'il y a une petite fluctuation dans le champ d'énergie et qu'il l'interprète comme le passage en fait d'entités démoniaques. On a des machines plus petites, alors on est décrit comme des sortes de félins avec une tête de squelette, avec bien sûr la chitine qui est mêlée en fait aux parties mécaniques. Alors que ça ne devrait pas exister, hein. Donc c'est toute la folie en fait du chaos, rendre des choses impossibles, inimaginables, fonctionnelles et dangereuses, très dangereuses. Eh bien il voit juste 3 créatures qui réussissent à passer en dessous du champ ionique et donc bien sûr il réagit, au dernier moment, il se met de côté, il s'interpose avec sa tronçonneuse Reaper, et donc du coup c'est une grosse tronçonneuse qui permet de faire un petit peu bouclier, étant donné sa taille. La créature agrippe en fait cette tronçonneuse, il essaie de se dégager et de la lancer, mais en fait ça ne suffit pas. Pourquoi ? Parce que la créature elle-même a beaucoup de puissance, la puissance du mécanique, la puissance du chaos, et donc ça n'est pas suffisant, il ne peut pas se dégager. Donc il sent aussi une douleur atroce à la jambe et il voit qu'une autre créature commence à mâchouiller en fait sa cheville et il sent en fait les acides qui sont en train de ronger le métal de sa machine divine. Et au dernier moment, il voit passer sur le côté une lance et il a juste le temps de se décaler un petit peu et en fait on a un de ses autres frères de bataille qui empale la créature et la projette au loin et qui la détruit en surchargeant en fait sa lance de chasseur. Ça lui laisse juste le moment pour prendre sa tronçonneuse ripeuse et venir découper la créature qui était en train de lui mâchouiller les jambes. Et il prend justement un peu de recul et reprend conscience de la situation autour de lui. Alors on a un autre des chevaliers, lui qui est équipé avec un canon Gatling, donc il a du mal justement à cibler à courte portée, évidemment c'est pas une arme très efficace, donc il est en difficulté. Heureusement il crie le nom de son confrère et juste son confrère a le temps de se reculer et lui il va utiliser son lance-flamme qui va carboniser la créature, mais malgré tout cette créature reste très résistante et elle commence à s'échapper. Alors celui qui était justement assailli va utiliser son canon Gatling pour l'achever quasiment par terre et puis un dernier chevalier passe et écrase justement la tête de la créature. Histoire qu'on soit sûr que cette créature ne sorte pas, mais c'est vrai qu'avec ces créatures démoniaques, eh bien, on n'est jamais à l'abri qu'elles puissent s'arrêter. Qu'on ait du mal en fait à l'arrêter et à toucher des points vitaux. Donc, comme ils ont brisé la ligne, eh bien, on sent en fait qu'il y a des impacts et automatiquement, hop, la formation de bouclier ionique se reforme. Et ils voient bien qu'en fait, ils vont avoir du mal à tenir parce que les forces du chaos sont de plus en plus oppressantes et que eux-mêmes, en fait, sont en difficulté. Donc là, il a perdu déjà un petit peu de mobilité avec sa jambe. C'était une position un petit peu dangereuse. Et en fait, il prend bien conscience que si l'esprit de la machine, si le très ancien ne l'avait pas prévenu, eh bien peut-être qu'il n'aurait pas eu le temps de voir arriver la créature et que la créature se dirigeait vers la tête du chevalier. C'est là où vous avez en fait tous les capteurs et qu'une fois qu'il perd tous ses capteurs, eh bien, il se retrouve aveugle. Donc ce serait bien sûr une situation aussi là très compliquée. Alors, comme il voit qu'il n'y a pas d'échappatoire, eh bien, il laisse plus ou moins en fait l'esprit de la machine lui parler encore, et l'esprit lui dit « avance, charge ou meurs », parce que tel est le choix des chevaliers, autant mourir en chargeant plutôt que de rester dans une défaite très déshonorante au milieu de la boue, juste en rond, sans faire une charge de cavalerie. Et en fait, il se dit que ce final, c'est peut-être la seule option qu'ils peuvent avoir.
S'ils restent sur place, ils vont tenir un certain moment, détruire une partie des forces du chaos, mais ils vont disparaître. Alors que peut-être, il y a un espoir que s'ils réussissent en fait à charger, eh bien, ils vont pouvoir mettre à profit leur capacité, leur vitesse, et ils vont pouvoir, avec leur mobilité, pouvoir se déplacer, séparer en fait les forces du chaos, parce que là c'est assez facile, vous imaginez bien que tactiquement, les forces du chaos, elles sont à un seul endroit à viser, alors même si c'est une zone qui est assez grande parce qu'il y a plusieurs chevaliers, tous les tirs en fait vont forcément se croiser les uns les autres, et même si vous ne touchez pas celui qui est de face devant vous, peut-être que derrière il y a celui qui est en train de se défendre et ainsi de suite, et donc c'est une situation qui est très avantageuse tactiquement pour les forces du chaos, alors que si on commence à disperser l'ensemble et à répartir en fait les chevaliers, eh bien on se retrouve avec plusieurs petits duels où là les forces du chaos ne peuvent pas concentrer leur puissance de feu à un seul endroit, et les chevaliers impériaux peuvent bénéficier et de leur protection avant, avec le bouclier ionique, et de leur mobilité pour éviter de se faire prendre par derrière. Donc, Rosev donne l'ordre, dit il faut absolument qu'on s'appuie sur le chevalier Castellan, parce que le chevalier Castellan, lui, il n'est pas fait pour aller au corps à corps, lui, il est fait pour être une base de soutien de tir. Si on arrive à le protéger, eh bien lui, il va arroser les adversaires les plus dangereux à distance, et puis les armigueurs sont là pour le protéger, donc en défense vraiment rapprochée, parce que ce sont les plus rapides, les plus mobiles, avec des armes à courte portée, et puis les chevaliers qui sont plus équipés là aussi avec des armes comme gantelets, tronçonneuses Reaper, eh bien vont aller charger. Donc ils donnent l'ordre tout simplement, et on a tous les chevaliers de la taille un peu questoriste, hein, donc ça les plus classiques que vous connaissez bien, qui chargent. Et ils chargent en direction de l'unité la plus juteuse, et enfin l'unité, je suis parti en termes de jeu, mais le danger le plus oppressant, et c'est les Ferro Centaurus, parce que eux peuvent être dans un duel de tir avec le Castellan, et le problème c'est que si ils peuvent le gêner, et bien le Castellan ne peut pas détruire des cibles beaucoup plus simples pour lui, donc autant détruire directement la plus grosse menace pour la base de soutien de tir, et ainsi, voilà, vous avez la fin de ce chapitre. Alors c'est un chapitre qui est très très rapide, hein, il y a très peu de pages. Encore une fois, j'ai envie que voilà, chaque vidéo ce soit un chapitre en particulier, mais c'est intéressant parce que ça nous laisse suffisamment de temps dans cette vidéo pour justement parler du combat. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on allait revenir sur un point, et ce point, c'est justement, rappelez-vous, quand on a les Ferro Centaurus qui sont en train d'esquiver les coups de canon laser Volcano, et ce qui rend l'arme un petit peu moins efficace. Alors, quand on réfléchit bien, on se dit, bah oui, en fait, les créatures démoniaques du Mechanicum, ce sont des créatures un petit peu de chair et de métal, donc elles ont en fait une grande rapidité, elles peuvent bien sûr esquiver, donc on imagine bien une panthère, si vous avez déjà été au zoo, etc., c'est vraiment très impressionnant quand vous voyez un félin qui est statique, d'un coup se met à bouger, en fait c'est incroyable la vitesse que ça peut développer, donc on imagine bien que si c'est boosté avec des composants mécaniques plus la composante warp, c'est des choses extrêmement rapides. Maintenant, le tir, c'est un tir laser Volcano. Laser, ça va pas un peu à la vitesse de la lumière ? Si, je crois. Hein. Donc, c'est-à-dire que malgré toute la vitesse, ils arrivent quand même à esquiver. Et c'est le terme qui est employé, c'est le terme esquiver. Donc là, je pense qu'on est sur un gros abus, étant donné que tout simplement, c'était une erreur de ciblage. C'est-à-dire que ce n'est pas eux qui ont la capacité à esquiver, c'est simplement que quand le tir part, il part déjà au mauvais endroit, parce que c'est impossible. Avec un tir, vous imaginez bien quand on va à la vitesse de la lumière, sur des distances qui sont aussi faibles qu'ils doivent être à 150 mètres, 300 mètres, quand le tir part, eh bien, même si la créature est extrêmement rapide avec le warp, avec les compétences naturelles, avec les compétences mécaniques, c'est impossible d'éviter un tir aussi rapide. Donc ce qui veut dire qu'on a bien un problème de ciblage, et que le ciblage c'est vraiment la chose la plus impactante, plus que la puissance de feu. Donc après ça peut nous amener aussi à réfléchir sur la puissance de feu des armes. Là par exemple tout à l'heure, dans un autre chapitre, on voyait l'obusier à tir rapide, donc l'obusier à tir rapide qui n'arrivait pas à provoquer des dommages sur les légionnaires. Simplement, ça les faisait tomber, mais ce n'est pas suffisant. L'explosion n'était pas suffisante pour gêner en fait l'armure énergétique. Donc cette armure énergétique qui encaisse quand même des tirs d'obusier. En plus, obusier à tir rapide par rapport à un Lehman Russ, on sent bien que ça va tirer plus fort, plus rapide. Eh bien, l'armure énergétique est en capacité d'absorber le choc explosif
et hormis faire tomber l'espèce marine, il se relève et pas de souci. Donc ce qui veut dire qu'une arme qui peut paraître incroyablement puissante est en fait simplement arrêtée par l'armure, l'espèce marine. Ce qu'on voit aussi à côté, c'est que eh bien, d'autres armes, parfois un peu plus simples, typiquement un bolter peut venir à bout d'une armure de Space Marine. Donc on se retrouve avec la situation où on a des armes antipersonnelles comme des bolters. Alors ce sont des armes exceptionnelles en termes d'antipersonnel, c'est fait justement pour détruire des cibles en armure. Mais malgré tout, elles vont être peut-être un peu plus efficaces qu'une arme comme un obusier. Donc là on peut se dire mais à quoi sert l'obusier? Pourquoi utiliser tout le temps un obusier? Parce que justement c'est un facteur explosif, donc du coup on va pouvoir cibler une zone plus large d'un coup. Et en fait ça me fait réfléchir à tout ça sur la validité de chacune des armes. Alors autant c'est intéressant en termes de jeu, parce que vous avez vraiment des choses qui sont très différentes, autant moi là où je veux en venir, c'est que je me suis toujours posé la question de pourquoi il y a du lance-plasma d'un côté, et du canon laser de l'autre, et toutes des armes intermédiaires avec des rayons d'énergie qui sont envoyés. Quelle est vraiment la différence en fait? Est-ce que envoyer un tir de plasma, ça fait plus mal qu'envoyer un tir de laser? Et en fait, alors en termes de, enfin si on pense au côté réel des choses, le plasma, la température c'est environ... C'est très variable, c'est très variable parce qu'on a toute une gamme de plasma. Plasma, c'est un état de la matière et on va avoir ce qu'on appelle des plasmas froids, alors j'ai anti-sèche évidemment, hein. Plasma froid à température, alors ça se juge en termes de température électronique, c'est-à-dire vraiment la capacité qu'ont les électrons à se déplacer, parce qu'on n'a pas une surface, parce que étant donné que si on est sur un plasma, on est sur des gaz ionisés, donc c'est-à-dire quand les électrons se sont séparés en fait des atomes. Alors bien entendu, il y en a certains parmi vous qui font vraiment de la physique et qui seront bien plus calés que moi là-dessus, mais moi j'essaie vraiment de dégrossir ça et d'exprimer simplement ça pour qu'on puisse le comparer aux armes de Warhammer 40 000. Attention, bien sûr, hein, je suis pas plus scientifique que ça, si un petit peu quand même, mais pas si que ça, pas tant que ça. Donc les lasers, les plasmas froids, pardon, quelques milliers de degrés Kelvin, de 2000 à 10 000. Ensuite on a les plasmas thermiques, donc plasma à haute température, là ça va de 10 000 à plusieurs centaines de milliers de Kelvin, et après on a le plasma astrophysique, donc c'est vraiment ce qu'on imagine avec la chaleur des soleils, et souvent ce qu'on nous dit c'est que quand un lance-plasma tire, c'est un petit soleil, donc on va imaginer qu'on est sur cet ordre de grandeur, on a des millions de degrés Kelvin, des millions de degrés hein, par rapport à juste 2000 sur un plasma, ce qui est déjà énorme. Voilà, on a des choses qui sont très puissantes. Donc là, c'est assez cohérent d'avoir en fait deux types de plasma, et qu'au final, le plasma du Castellane qui est basé sur une couleur bleue, hein, vous savez, le bleu c'est plus énergétique, contrairement à ce qu'on a sur nos robinets où on a rouge-bleu, où rouge c'est chaud et bleu c'est froid. Dans la réalité, la couleur rouge est beaucoup moins énergétique, donc tout ce qui est très chaud va plutôt aller vers le bleu plutôt que vers le rouge. Mais bon, là c'est inversé, voilà, c'est... Je sais pas d'où ça vient d'ailleurs qu'on a inversé les choses, mais parce que oui, le feu c'est rouge, l'eau c'est bleu, donc c'est froid, etc. Donc je pense que ça vient plus de ça, mais à des grosses échelles de valeur, c'est inversé. Donc le fait que le plasma soit bleu sur le Castellane, c'est cohérent parce que son plasma est plus chaud, donc plus destructeur que le plasma des Ferrocentaurus qui lui est rouge, donc moins énergétique. Voilà. Ensuite, je me suis posé la question de savoir, mais du coup par rapport à un laser. Alors le laser en tant que tel, ce n'est pas un objet physique, c'est-à-dire ce n'est pas quelque chose qui est... c'est juste un rayonnement électromagnétique. Donc ce qui veut dire que ce n'est pas quelque chose qui est envoyé. Autant là, quand on tire au plasma, on a vraiment en fait une matière qui est envoyée, vraiment comme si on crachait une sorte de bulle de matière qui est du plasma. Là, quand on tire au laser, c'est juste un rayonnement électromagnétique qui est dirigé et qui va, en percutant justement la surface, va générer eh bien, de la chaleur et la destruction et la ionisation des choses. C'est-à-dire qu'un laser va créer du plasma à son point d'impact. Donc là, on peut se dire, en fait, c'est deux technologies qui sont assez intéressantes. Pourquoi qu'est-ce qui est plus intéressant? Est-ce qu'il vaut mieux envoyer une boule de plasma, donc cette boule de matière qui va avoir une masse forcément, ou alors plutôt envoyer plutôt un tir électromagnétique qui va transformer ce que ça touche en plasma? Auquel cas, on peut se dire que ça peut être intéressant sur peut-être justement le ciblage, parce que quand on va envoyer une boule de plasma, elle, par contre, comme c'est de la matière, elle va sûrement pas aller à la vitesse de la lumière. Donc, un tir de plasma est beaucoup plus lent qu'un tir de laser. Donc, quand on rentre dans des armes comme
le plasma d'un côté et le laser volcano, le fait que les Ferrocentaurus se soient trouvés impactés par l'arme plasma, mais que la lance volcano, elle, ne les cible pas, on est sur une vue de l'esprit qui est complètement inversée par rapport à la réalité de ce que seraient vraiment les tirs du chevalier. Parce que les tirs laser, à partir du moment où il est sur sa cible, le temps de l'impulsion, alors après bien sûr vous me direz il y a le temps de l'impulsion, mais après si ça c'est pas le plus efficace possible et que c'est pas compensé par les senseurs qui, vous voyez un petit peu, enfin là actuellement on est capable de faire ça, c'est-à-dire que même depuis des années, quand vous voyez en fait des cibleurs sur les avions de chasse par exemple, eh bien ils vous engagent à tirer sur la cible, pas à l'endroit où elle est maintenant, mais à l'endroit estimé suivant le temps que mettra vos projectiles pour réussir à atteindre la cible. Donc on a souvent, vous voyez, le réticule de visée qui est un petit peu plus loin dans le sens de déplacement de la machine, enfin de la machine adverse. Donc on peut imaginer que sur les chevaliers impériaux qui contrôlent du plasma et des armes laser, on peut imaginer qu'il y a un système de ciblage qui soit opérant. Donc quand ils tirent à la lance volcano, ça devrait directement toucher la cible sans aucun problème. Et inversement, quand il tire au plasma, étant donné que le plasma va mettre un petit peu de temps à arriver, on va justement avoir beaucoup plus de facilité à esquiver en fait les choses. Moi-même après, je me suis toujours posé la question en fait de qu'est-ce que ça représentait en fait cette boule de plasma. Est-ce que l'énergie qui était contenue se dissipait pas de façon extraordinaire? Alors on sait que sur les lasers, il y a bien sûr une dispersion avec la distance. Alors en fait, j'avoue, je ne maîtrise pas assez, puis ça dépend bien sûr évidemment du type de laser, parce qu'en fait les lasers, on en a tous quand on est en train de jouer aux figurines, ça a bien sûr rien à voir avec les lasers de découpe industrielle, ni avec les lasers à haute intensité qui peuvent atteindre des millions de degrés Kelvin, ou des lasers ultra puissants de physique fondamentale qui peuvent aller atteindre des milliers ou millions de Kelvin, voilà. Donc tout ça pour dire que eh bien, ces armes-là, en fait, je me suis toujours posé la question de savoir qu'est-ce qui était le plus, voilà, mais au final, l'important c'est juste vraiment de se rappeler que le plasma c'est plus lent que le laser et que forcément le laser ça va être un peu plus efficace pour le ciblage. Et dans Warhammer 40 000 je trouve voilà, qu'on passe un petit peu ça. Alors après la deuxième chose qui peut être intellectualisé parce que ça n'existe a priori pas vraiment, ce sont les boucliers ioniques ou les boucliers énergétiques ou les champs de conversion ou ce genre de choses. Ça c'est quelque chose aussi qui est très impactant parce que les chevaliers avec leurs boucliers ioniques, eh bien ils absorbent en fait des tirs de plasma, donc on peut raisonnablement imaginer que, alors je veux que j'ai du mal à me représenter ce que serait la projection d'un bouclier énergétique, donc une sorte de sphère d'énergie qui empêcherait les choses de passer à travers, mais en fait c'est assez bizarre parce que au final, eux ils tirent. Vous voyez, c'est-à-dire que quand vous êtes à l'intérieur de cette bulle, vous pouvez tirer. Par contre, quand vous êtes à l'extérieur de cette bulle, vous ne pouvez pas tirer. Donc c'est-à-dire que ce champ de force est phasé. C'est-à-dire qu'il laisse passer tout. Parce que pourquoi? Parce qu'on a des tirs de lance-flammes qui arrivent à sortir de l'extérieur. Lance-flammes, c'est juste des particules, voilà, des particules accélérées, enfin des particules chauffées. On a des tirs d'obusier. Donc là, c'est vraiment l'obus qui est projeté de façon cinétique. On va avoir des tirs laser, donc des rayonnements électromagnétiques. On va avoir du plasma, donc du plasma qui est envoyé. Et en fait, le bouclier réussit je sais pas comment on peut concevoir cette réalité-là, à faire passer les choses dans un sens, mais pas dans l'autre, en fait. Et ça, j'avoue que je comprends pas trop la logique, en fait. Donc après, c'est encore une fois... C'est juste histoire de réfléchir un petit peu, la vidéo était assez courte donc j'avais envie de parler de ce sujet-là pour vous donner un peu plus matière à réfléchir. Mais c'est vrai que c'est toujours étonnant le côté les boucliers d'énergie qui absorbent en fait d'un côté puis on peut totalement tirer de l'autre côté. Parce qu'on se dit, en fait... ouais, j'ai du mal à le conceptualiser parce qu'après, autant on peut imaginer qu'un rayonnement électromagnétique en fait va avoir peut-être un sens de propagation et que le bouclier énergétique lui aussi va avoir un sens de propagation et comme ça va dans la même direction, bon bah voilà, ça s'impacte pas. Par contre, que ce soit aussi bien efficace avec un rayonnement qu'avec du plasma qui est lancé, qu'avec des obus, qu'avec du lance-flamme, bah là, j'avoue quand même que ça commence à faire beaucoup. Mais qu'à l'inverse, des créatures, comme on l'a vu, ces petites créatures là qui viennent attaquer, puissent passer,
Donc c'est assez étrange, c'est-à-dire que quelqu'un qui se rapproche peut passer, par contre dès que c'est suffisamment énergétique, ça ne passe plus dans un sens, mais par contre quoi qu'il arrive, que ce soit du mouvement cinétique ou énergétique, ça va passer de l'autre côté. Donc j'avoue que ça c'est toujours un petit peu compliqué. Après j'avoue qu'il y a peut-être qu'au fait, tout simplement, Warhammer 40 000, c'est quelque chose qui a beaucoup d'antériorité. Donc, il y a un moment donné, on se prenait peut-être un petit peu moins la tête. On n'avait pas non plus peut-être les compétences scientifiques pour savoir de quoi on parlait exactement. Et puis après, bah voilà, on a toujours cette image du laser. C'est rapide, ça balance un rayon. Le plasma, bah voilà, ça fait une boule qui explose. Après, on a plein d'armes comme ça. Mais c'est vrai que, contrairement à, par exemple, moi, j'avais énormément adoré Mass Effect. Alors, je pars un petit peu dans de côté, mais Mass Effect, en fait, ils expliquaient en fait chaque chose logiquement. Pourquoi? Et dans les combats spatiaux, c'est vraiment important. Pourquoi, à un moment donné, on va utiliser plutôt un laser? Pourquoi on va utiliser plutôt des missiles? Pourquoi c'est efficace de tirer quand même avec des armes cinétiques, des armes balistiques? Enfin, balistiques non, mais enfin des armes avec un projectile. Voilà, c'était expliqué et c'était assez cohérent. On se disait, oui, effectivement, dans Honor Harrington, c'est aussi très bien expliqué. Oui, effectivement, ça n'a aucun impact, donc telle arme a son sens d'utilisation. Et en fait, c'est l'idée que j'avais en fait sur les différentes armes. Dans Warhammer 40 000, on a énormément d'armes différentes, et je me disais, est-ce qu'à terme, il n'y a pas certaines armes qui supplantent totalement de par leur utilisation d'autres armes en fait. C'est-à-dire que si on est capable par exemple de projeter un rayon d'énergie, donc un laser qui va créer une boule de plasma sur sa cible, est-ce que c'est pas quoi qu'il arrive plus impactant et plus efficace que de projeter nous-mêmes cette boule de plasma, étant donné que bah, du coup ça va être plus lent, il faut la contenir, il faut que ça passe des boucliers, etc. Donc voilà, bon c'était juste la petite réflexion comme ça, histoire de vous faire une vidéo un petit peu plus longue, parce que je sais que vous aimez bien les vidéos qui sont un peu plus longues, et là le chapitre était vraiment ultra court, donc on va continuer sans doute je pense prochain chapitre avec, j'imagine qu'on va retourner un petit peu voir Fabius Bill ou alors Belisarius Cawl, parce que je vous rappelle que Belisarius Cawl c'est, enfin il n'est pas capturé, enfin on ne sait pas encore, mais en tout cas il va affronter un chronomancien, donc là aussi je suis curieux de voir ce qui va se passer. Est-ce que on va avoir Belisarius Cawl qui a aussi lui en fait des compétences en chronomancie, qui va peut-être lutter, ou peut-être que justement il va y tirer son épingle du jeu, peut-être, je sais pas. On peut imaginer que le chronomancien va révéler un petit peu ses techniques pour embêter Belisarius, mais que Belisarius, il avait prévu le truc, donc du coup il va analyser, et puis justement, merci, vous me servez plus à rien, maintenant j'ai eu ce que je voulais. Ouais, peut-être ça peut être un peu intéressant, voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a quand même assez intéressé. Si vous voulez plus d'informations sur les champs de plasma, le rayonnement énergétique, je vous invite à aller regarder d'autres chaînes Kiki TV, des chaînes scientifiques, de vulgarisation scientifique, parce que c'est vrai que quand j'ai fait un petit peu mes recherches, je m'aperçois qu'on est vite très limité par sa compréhension. Et hormis passer énormément de choses pour comprendre déjà les bases, c'est très compliqué de vulgariser des choses qui nécessitent de faire énormément d'études pour être compris pleinement. Donc voilà, mais après c'est assez intéressant. Moi j'aime bien un petit peu lire un petit peu toutes ces choses-là. Merci à vous en tout cas d'avoir vu cette vidéo. Comme d'habitude, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Si vous êtes sur Tipeee, vous avez la vidéo en avance, vous avez des vidéos sans publicité, et puis surtout vous me permettez moi de continuer à faire des vidéos, continuer sur Génopère. Ceux qui se posent la question de ce que je ferai après Génopère, il y a de fortes chances que je retourne sur Gathering Storm, le tome numéro 2. Donc c'est vraiment le passage entre la V7 et la V8 et vraiment l'ouverture d'Escatris Maledictum, le retour de Robout Guilliman, l'ascension d'Ivraine, etc. Donc moi c'est vraiment un passage du lore qui est vraiment très sympa. C'était assez long, c'est pour ça que je voulais le changer. Après là c'est pas mal Génopère parce qu'on est sur une actualité qui est assez faible en termes de lore, un peu récent. Moi sur IGTV, encore une fois, j'ai envie de faire des choses qui sont plutôt basées sur l'actualité, l'évolution du lore, plutôt que des présentations générales en mode qu'est-ce que c'est l'Imperium, qu'est-ce que c'est les Primarques, qu'est-ce que c'est les Space Marines. Voilà, donc c'est la volonté que j'ai sur la chaîne. Voilà, gros bisous à tous, allez à bientôt, salut, bye.